Chers téléspectateurs, bonjour. Didier Mouini Ivolo, votre animateur de l'édito. Aujourd'hui, sur notre chaîne Télé R7, je viens partager avec vous une actualité qui a fait grincer beaucoup de dents dans notre pays, le Congo-Brazzaville, et dans sa diaspora. Les deux sujets avec lesquels je souhaite échanger avec les téléspectateurs de R7 aujourd'hui tournent autour du match de football Congo-Maroc qui a tourné à un fiasco puisque nous avons été battus, lourdement battus, 6 buts à 0. Et le deuxième sujet, en lien, évidemment, les gens n'ont pas forcément fait le lien, mais je ferai le lien tout à l'heure, en lien avec ce match, c'est donc toujours la situation de la vente ou de la cession ou de l'acquisition des terres au Congo-Brazzaville par le Rwanda, parce que ces deux sujets s'imbriquent l'un avec l'autre. Commençons par le football. Comme vous le savez, chers téléspectateurs, depuis quelques années, match après match, compétition après compétition, les Congolais souffrent. On voit les images des Congolais qui font des crises cardiaques, des Congolais qui cassent leur télé, des Congolais qui n'arrêtent pas de crier parce que l'équipe des Diables Rouges passe de défaite en défaite et on n'a pas l'impression que il y a une volonté au niveau des pouvoirs publics pour trouver une solution à ces débâcles sportives et on pense qu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais été une terre de football. Revenons un peu dans l'histoire. Nous savons que le football est arrivé dans notre pays avec la colonisation, mais très vite, le Congo-Brazzaville a montré que c'est un pays de sport, puisque en 1965, nous sommes quand même le pays qui organise les premiers Jeux africains au stade de la Révolution, aujourd'hui, stade Massamba Déba. Mais pourquoi? Pourquoi c'est nous qui organisons les Jeux? Mais parce qu'à l'époque, selon les normes de la FIFA et de la CAF, le Congo est le pays qui avait le stade qui pouvait accueillir ces Jeux-là. Et donc, on peut dire bravo au président Massamba Déba d'avoir fait ce travail de construction des infrastructures dans notre pays. Et on se rappelle qu'en 1972, malgré les péripéties de la Coupe d'Afrique précédente, où on a été sagement éliminé, mais on a fait l'impasse sur la Coupe d'Afrique, je crois de 1968, si je ne me trompe, 1970, si je ne me trompe pas, et pour nous présenter à Yaoundé en 72. En 72, nous battons le Cameroun en demi-finale et nous battons le Mali en finale. Et donc, c'était la liesse populaire au Congo-Brazzaville. Le Congo était champion d'Afrique en 1972. 3 jours plus tard, apothéose avec une finale un peu inattendue. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zaïre 4-3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. Le Mali, en première mi-temps, prenait l'avantage par un but de Diakité, mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par 2 fois, le Congolais Mbono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, 2 minutes plus tard, Mbono inscrivait un deuxième but de toute beauté. Enfin, François Mpelé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio et l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un 3e but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière réaction des avants maliens, privés, il est vrai, de Salif Keïta, blessé, leur permettait de réduire la marque par Moussa Traoré.
3-2, tel était le score de cette finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les joueurs congolais manifestaient leur joie, toute la déception du Mali se lisait sur le visage de Salif Keïta. Le capitaine Dolou recevait des mains du président Idjo le trophée de cette 8e Coupe d'Afrique qui récompensait une équipe régulière qui a su profiter de son rôle d'outsider en surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans 2 ans au Caire. Et en 1974, on récidive avec Kara, le club athlétique Renaissance Aiglon, Kara, qui gagne la Coupe d'Afrique des clubs champions, et Moukila Paul Sayal, comment on appelle ça, remporte le ballon d'or africain. Et donc le Congo était craint sur la sphère footballistique. Et nous avons connu des journalistes comme Ghislain Joseph Gabio, comme Joe Pambou, qui nous égayaient pendant les matchs de foot, ou encore Iba Ibaïs. Voilà, ça c'est les souvenirs qui me reviennent comme ça. On se souvient, quand on était jeune au Congo, qu'on a connu les Bahamula Mbemba Tostao, qu'on a connu les Ndomba, les géomètres, qu'on a connu, je parlais de Moukila Paul Sayal, mais on a connu des grands joueurs au Congo qui passait son dimanche ailleurs, sinon au stade de la Révolution, pour regarder le match Étoile du Congo Diable Noir, Étoile du Congo Kara ou Interclub, Kara Diable Noir, qui étaient des matchs d'anthologie. Aujourd'hui, les Congolais attendent le match Real-Barcelone ou Marseille-Paris Saint-Germain. Mais nous, on avait aussi nos matchs où le dimanche, personne n'avait autre chose à faire entre 14h et 19h parce qu'il faut être au stade de la Révolution et voir le match. On a admiré les Mundane, on a admiré les Mbemba Lobilo, on a admiré les docteurs Nkewa, ou encore du côté de Diable Noir, les Kwakara qui venaient des cheminots et autres. Et on a eu des grands clubs au Congo. Pendant longtemps, Interclub s'est positionné jusqu'en demi-finale de Coupe d'Afrique. On a connu Patronage, V-Club Mokanda, on a connu Télésport. Même, il y avait une équipe à Bouanza qu'on découvrait souvent à l'occasion de la Coupe du Congo. Donc, nous avons eu quand même une grande histoire de football. Et d'ailleurs, ce qui le prouve, c'est que même en équipe de France, nos binationaux ont quand même brillé. On peut se souvenir des frères Mpassi ou encore aujourd'hui de Brice Samba qui fait le bonheur du championnat français et le bonheur des Bleus. Brice Samba pouvait être notre gardien des Diables Rouges. Donc nous sommes un pays de football. Le Moana Foot, nous avons joué au Moana Foot. Partout à Brazzaville, partout au Congo, même dans les villages, il y avait des championnats de football. Mais depuis quelques années, patatras, plus de championnat viable. On voit bien que le championnat au Congo n'est plus au niveau où il était et ça se répercute au niveau de l'équipe nationale. Alors, très souvent, les Congolais critiquent les Diables Rouges en disant « mais oui, mais les Diables Rouges… » Mais une équipe nationale est à l'image de ce qu'est le pays. Comment voulez-vous que ces joueurs de Diables Rouges puissent être performants dans les compétitions africaine ou mondiale, Coupe d'Afrique, éliminatoire de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, lorsque nous n'avons même pas un stade homologué où nous pouvons jouer au football. Parce que lorsqu'on apprend une semaine avant le match Congo-Niger que le Congo n'a pas de stade de football homologué par la FIFA et la CAF, et donc il faut que le Congo trouve des solutions, mais il faut que les Congolais entendent par cela que pas de stade homologué suppose pas de stade même pour les entraînements des Diables Rouges. Parce qu'il ne suffit pas seulement de penser que le stade n'est pas homologué pour le match international, mais ça veut dire qu'il n'est pas homologué même pour que les gens s'y entraînent. Et lorsque vous avez un stade qui n'est pas homologué pour les compétitions de football, ça suppose aussi, et ça c'est une dimension que les gens ne maîtrisent pas toujours, mais ça suppose aussi qu'aucun assureur n'assure ce stade-là. Et donc, dès lors que vous y mettez pied et qu'il y a accident, perte et profit. Donc c'est très... Mesdames et messieurs les journalistes et chers sportifs, j'ai souhaité cette communication ce matin parce que j'ai une nouvelle à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale.
Vous vous souvenez que le stade Alphonse Massamba Deba est resté fermé pendant un bon moment parce que nous avions perdu la bonne qualité de notre pelouse synthétique, et c'est pour cela que l'homologation nous a été retirée par les deux instances qui sont la CAF et la FIFA. Mais initialement prévu ici à Brazzaville 2 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, 2 matchs que le Congo allait jouer ici au stade Alphonse Massamba Deba contre le Niger le 6 juin 2024. Donc il maintenait l'équipe à Kinshasa. C'était pour moi une très grande surprise. J'ai donc appelé une personnalité de la FIFA, pensant que c'est la FIFA qui était derrière. La FIFA nous a simplement répondu que ce n'était pas une décision de la FIFA, parce que la FIFA avait donné son accord pour que ce match se joue à Brazzaville. Déjà prévu initialement à Brazzaville, et maintenant que la pelouse est installée, on ne voit pas pourquoi l'équipe qui est à 10 minutes de traversée ne viendrait pas à Brazzaville. J'en ai donc rendu compte au président de la République, et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Dangereux. Nous avons donc des joueurs qui peuvent faire mieux, mais encore il faut que le gouvernement, les pouvoirs publics, la fédération puissent mettre à leur disposition les moyens logistiques pour que ces joueurs soient performants. Donc, ils doivent s'entraîner, ils doivent avoir des salles de sport, ils doivent avoir tout un schéma, tout un archétype logistique pour que les gens soient au niveau des autres joueurs. Alors, le fiasco que nous avons vécu, parce que on a été déçus du match contre le Maroc, mais attention, les problèmes commencent déjà avec le Niger. Qu'est-ce qui se passe avec le Niger? Nous apprenons que le stade n'est pas homologué. Aucun stade n'est homologué. D'accord? Mais que fait le ministre des Sports, Hugues Golondele? Il va négocier pour que les Nigériens viennent quand même jouer au stade Massamba Deba. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Au lieu de dire qu'est-ce que je fais pour que le mal qui gangrène notre sport, le football, mais aussi d'autres sports, puisse être résolu, il préfère négocier avec les Nigériens pour qu'ils viennent jouer au Congo. Sauf que le Niger fait semblant d'accepter mais refuse. Le pire reste à venir. On va donc chercher à négocier avec Kinshasa, mais sauf qu'on se rend compte qu'il y a un contentieux entre Brazzaville et Kinshasa au sujet des terres sur lesquelles on veut installer des Rwandais. Pour Kinshasa, ce sont des soldats qu'on va installer sur les terres au Congo-Brazzaville pour peut-être un jour attaquer Kinshasa. Je reviendrai sur ce sujet-là. Et donc, vous apprenez par l'intermédiaire de vos pouvoirs publics que nous avons eu peur d'aller jouer à Kinshasa. C'est quand même grave, c'est gravissime. Nous ne sommes pas allés jouer notre match à Kinshasa, non pas parce que Kinshasa a refusé de nous prêter un stade de football, mais c'est parce que, in fine, le gouvernement congolais a eu peur d'envoyer notre équipe nationale à Kinshasa. Comment un gouvernement peut-il raisonner comme ça? Alors, ce que je n'ai pas compris, si le gouvernement congolais a eu peur que nos joueurs et nos supporters à Kinshasa soient agressés ou subissent des sévices, mais pourquoi ce pays à qui nous souhaitons donner des terres
le Rwanda ne nous a pas prêté un stade. Allons plus loin. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne nous a pas prêté un stade? Semble-t-il que Sassou Nguesso a un titre traditionnel en Côte d'Ivoire. On a vu les images. Sauf que lorsqu'il faut dépenser l'argent du Congo, Sassou Nguesso est en première ligne et tout le monde l'acclame, tout le monde l'appelle l'empereur. Mais lorsqu'il faut nous aider, nous, eh bien, plus personne. Donc, les Ivoiriens qui viennent d'organiser une Coupe d'Afrique sur 6 stades homologués sur le plan international. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de projecteurs et d'écrans LED. La tribune principale répartie sur 2 étages abrite des bureaux, des vestiaires, un espace VIP et une salle de presse. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le mythique stade au nord de la Côte d'Ivoire est la 5e ville de la Côte d'Ivoire qui accueille la CAN 2023. Le stade de la ville, stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, construit sur une superficie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes, d'un gazon naturel et d'un parking de 2000 places. N'ont pas trouvé un seul stade à nous donner, alors même que Sassou est leur frère. Alors même que Sassou a un titre, je ne sais pas si c'est à Bobo ou je ne sais pas à Yopougon. Donc, quelle est cette diplomatie que nous avons où on n'arrive même pas à négocier avec nos voisins, nos frères d'en face? On en a plutôt peur. On ne peut pas négocier avec Kigali pour nous rendre service alors même qu'on lui donne des terres. On ne peut pas négocier avec les Ivoiriens alors même qu'on les a aidés. Semble-t-il que Sassou avait prêté 300 milliards de francs CFA à Alassane Ouattara. Donc, on voit bien que en termes de gestion de la politique footballistique dans notre pays, le gouvernement, c'est 0 pointé. 0 pointé. Et puis, comment comprendre cette histoire de manque de stade homologué au Congo-Brazzaville lorsque nous savons que pour la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, avec 8 milliards à peu près de francs CFA, ont construit 6 stades homologués par la CAF et la FIFA. On a vu les matchs de la Coupe d'Afrique, on a tous dansé le coup de marteau. Et le stade de Kintélé a coûté 11 milliards au Trésor de Brazzaville. Si en 2024, 8 milliards ont construit 6 stades, alors même qu'aujourd'hui, les produits coûtent beaucoup plus cher que lorsqu'on a construit le stade de Kintélé, parce que chaque jour, il y a de l'inflation. Chaque année, il y a une inflation. Donc, les matériaux coûtaient moins cher lorsqu'on a construit le stade de Kintélé que lorsque les Ivoiriens ont pu construire leur stade. Alors, comment expliquer que 8 milliards donnent 6 stades avec homologation internationale et 11 milliards donnent un stade à Kintélé qui n'est même pas homologué sur le plan international et on ne peut même pas l'utiliser? Donc, à un moment donné, dans un pays sérieux, M. Bouya, le ministre des Sports, le ministre des Finances, le Premier ministre, in fine, le président de la République lui-même, doivent quand même expliquer aux Congolais et rendre des comptes. Comment on a pu dépenser 11 milliards pour le stade de Kintélé et aujourd'hui, il ne nous sert à rien et on ne peut même pas jouer un match de foot. On est forfait contre le Niger. Le match contre le Maroc, revenons-en. Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'affichage. Congo-Maroc. Quand on dit Congo-Maroc, donc c'est le Congo qui reçoit. Le match se joue au Congo-Brazzaville. Donc, l'aller comme le retour, nous le jouons au Maroc. Est-ce que ça, c'est crédible? Est-ce que ça, c'est sérieux? Si au niveau des infrastructures, nous n'arrivons pas, est-ce que vous pensez que au niveau de la stratégie pour bâtir une vraie équipe nationale, là, nous allons exceller? Je pense qu'au sujet du sport, au regard du nombre d'années où on prend des déculottés au niveau du football, mais aussi au niveau de la médiocrité pour les autres sports, dites-moi, quelle est la plus-value pour garder M. Hugues Golondele à ce poste? C'est-à-dire, quelle est l'analyse aujourd'hui? Quel est le bilan? Quelles sont les leçons qu'on tire aujourd'hui pour dire
qu'on peut encore faire confiance à Hugues Golondéré en matière de sport, on peut encore faire confiance à Koliné Makosso en matière de sport, et on peut encore faire confiance à Denis Sassou Nguesso en matière de sport. On voit bien que ce n'est pas possible. Alors même que le sport, ce n'est pas seulement les joueurs de foot. Il y a toute une économie de sport. Lorsqu'on parle de sport, on parle aussi de la consommation, on parle aussi de la production, on parle aussi des bénéfices pour l'État congolais lorsqu'il y a des compétitions sportives. Et lorsque les joueurs de Moana Foot sont bien accompagnés pour monter en première division, on peut trouver des mécanismes de financement de sorte que 1% des billets vendus lors des matchs servira à financer la pratique de sport, tout genre de sport au niveau amateur et au niveau des animateurs et des éducateurs sportifs. Donc, on peut développer toute une pensée autour du sport pour que le sport soit aussi, comment on appelle ça, soit aussi un moyen d'accéder à l'emploi. Parce que quand on parle du sport, du football par exemple, tout le monde ne joue pas au foot. Mais pour avoir des bons joueurs de football, mais il faut quand même toute une logistique, je disais tout à l'heure, mais aussi la médecine sportive. En plus de l'économie du sport, il y a aussi la médecine sportive. Il y a tout un environnement autour de l'activité sportive. Donc, nous avons besoin des gens qui peuvent penser la pratique du sport dans notre pays, depuis l'école primaire, pourquoi pas, jusqu'à l'université, et penser la formation des entraîneurs, des encadrants, mais aussi la formation des sportifs eux-mêmes. Sans vraiment une vraie pensée autour de la pratique du sport dans notre pays, à tous les niveaux, nous ne pouvons pas blâmer les joueurs qui sont sur le terrain. Ils ne sont que le reflet de la médiocrité au niveau du pouvoir à Brazzaville. Parce que c'est quand même le pouvoir qui décide des budgets alloués au foot, à l'athlétisme, à la natation, au basketball, au handball. Le hand, par exemple, le handball, nous avions l'une des meilleures équipes en Afrique. Qui se rappelle encore de Koulenka Solange, de Abebeman, de Atipo? Mais nous, on partait au stade de la Révolution voir ces joueuses s'entraîner. Aujourd'hui, même au niveau du handball, on ne tient pas devant les autres pays. Les rares qui pouvaient encore nous concurrencer, c'était les Angolaises et les Ivoiriennes. Mais on arrivait à les battre. Challenge, je crois, comment on appelle ça, Marie-Jeanne. On se rappelle de ces chansons-là quand on était tout jeune. Donc, je pense que aujourd'hui, on arrive à un carrefour par rapport à la pratique du sport dans notre pays où il faut tirer les leçons. Les jeunes Congolais, vous allez à Talangaï, vous allez à Bakongo, vous allez à Wenze, vous allez à Mungali, à Potopoto, il y avait toujours des équipes de Moana Foot et ces équipes existent toujours. Les Congolais savent jouer au football. Nous, on est avec le foot. Le ballon de foot, c'est souvent le cadeau que les parents nous achetaient parce qu'avec un ballon, on est 22. Donc, c'est le sport qui coûte tellement moins cher qu'on le pratique tout le temps. Ce qui fait qu'il faut qu'on repense comment nous sortir de cette situation. Mais ce n'est pas avec Hugues Golondéré, il n'en est pas capable. Son cerveau ne peut pas produire une pensée autour du sport. Koliné Makosso, je ne pense pas non plus, il n'en est pas capable. Quant à Denis Sassou Nguesso, il a tellement promis et que les choses n'ont jamais marché. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce que ces gens peuvent encore faire. Le deuxième sujet de notre édito sur notre chaîne R7, chers téléspectateurs, concerne cette histoire de la vente des terres. Les semaines passées, nous avons vu comment les Congolais sont montés en pression vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de toutes les institutions qui ont voulu expliquer pourquoi c'était une bonne chose de céder nos terres aux Rwandais. Nous avons eu l'intervention de certains responsables politiques, allant même jusqu'à accuser les Congolais de xénophobes s'ils n'acceptaient pas l'installation des Rwandais sur les terres. Mais la question des terres, comme nous avons certains l'ont expliqué, c'est d'abord une question qui est liée même à la culture et à la civilisation. Une terre ne se donne pas gratuitement comme ça, puisque aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024,
il n'y a pas ce qu'on appelait à l'époque les terres vierges. Ça n'existe pas. Toutes les terres du monde sont aujourd'hui occupées. Donc, lorsqu'un État dit que je donne les terres à des étrangers, ça veut dire que cet État est en train de chasser sa propre population des terres pour donner ces terres-là aux étrangers. Et ce qui n'est pas acceptable. Nous avons vu l'Église catholique, qui peut-être s'était mal exprimée, qui au final fait machine arrière et explique très bien le fait que ces terres qui appartiennent aux Congolais ne peuvent pas être cédées aux étrangers, alors même que nous en avons besoin pour notre survie. Mais allons plus loin par rapport à cette question. Le problème de terre, c'est un des sujets dans les 33 accords signés entre le Congo et le Rwanda. Des accords qui ne sont pas publiés, sauf les fuites qu'il y a eu à gauche et à droite, et on a pu prendre connaissance. Les prêtres eux-mêmes reconnaissent que sur les 14 accords promis par le gouvernement pour leur montrer, le gouvernement aurait montré finalement que 4 accords ou 5 accords, si on a bien compris. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des accords, nous le pensons et nous le croyons, il y a des accords tellement sensibles parmi les 33 accords signés que si le gouvernement publie tous les accords, soit il y a une guerre civile au Congo, soit le Congo, Kinshasa nous attaque. Et ça, je suis prêt à défier les membres du gouvernement dans un débat. Parce que je pense pour ma part que si le gouvernement tait ces accords-là, ça suppose que ce qui est écrit dans ces accords, c'est très dangereux, et pour les populations congolaises, et pour nos relations avec Kinshasa. Je disais que je ferais le lien avec le match de foot qu'on devrait jouer à Kinshasa et on n'est pas parti, semble-t-il, parce qu'on a eu peur. Pourquoi le gouvernement a eu peur? Tshisekedi était à Oyo il n'y a pas longtemps. Tshisekedi, le président de la RDC, parle avec Denis Sassou Nguesso tout le temps. Mais j'étais étonné, comme de nombreux Congolais étaient étonnés, d'apprendre que le gouvernement a refusé qu'on aille jouer à Kinshasa parce qu'ils avaient peur, vu les accords que nous sommes en train de signer ou que nous avons signés avec le Rwanda, que les joueurs et les supporters soient agressés. Donc, ça suppose que le gouvernement congolais est conscient que l'histoire de la cession des terres et les accords signés avec le Rwanda, cette histoire est en train d'empoisonner les relations au plus haut niveau entre Brazzaville et Kinshasa, au point d'accepter une défaite sur papier que d'aller jouer un match de foot parce qu'il y avait risque d'agression. Et donc, cela suppose qu'aujourd'hui, il est grand temps de rendre ces accords publics et d'interroger les Congolais, qu'est-ce qu'ils en pensent, d'organiser les débats publics. Autre élément qui montre que ces accords sont dangereux par rapport à la cession des terres, c'est le conflit entre le PCT et le gouvernement. On a vu le temps monter entre les dirigeants du PCT et les membres du gouvernement, et les informations sur la toile disent même que le PCT, la direction du PCT, a convoqué le gouvernement pour que le gouvernement s'explique et que le temps est monté. La police était obligée d'intervenir dans la salle pour évacuer tout le monde. Donc, vous imaginez à quel point on arrive avec cette histoire des terres qu'on est en train de céder et qui empoisonne non seulement les relations entre Congolais, mais aussi les relations avec Kinshasa. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui? Et ça, c'est une question que tout Congolais peut poser aux membres du gouvernement. Quel est l'intérêt aujourd'hui de maintenir les 33 accords? Nous pensons qu'il n'y a pas d'intérêt de maintenir ces accords-là. Il est nécessaire aujourd'hui que le président de la République, que son fils Denis Christel Sassou Nguesso, que le premier ministre Koline Makosso prennent la parole pour dire ouvertement aux Congolais que nous mettons fin aux 33 accords et que l'agriculture au Congo sera développée par les Congolais, pour les Congolais. Dans un système international, aujourd'hui,
teintée d'instabilité. Nous sommes dans une logique internationale tellement instable, tellement grave, pour qu'un pays puisse se permettre de céder ses terres arables, c'est-à-dire ses terres agricoles, à un autre pays où vous voyez, les Rwandais eux-mêmes vous disent, nous viendrons cultiver tel et tel produit, du piment et autres, soit pour exporter, soit pour ramener chez nous. Mais les Congolais, ils n'ont pas besoin de ces terres-là pour leur vie. Je rappelle que dans son projet de société pour les élections présidentielles, Denis Sassou Nguesso a dit aux Congolais, bête que ça, la agriculture, il y a néné. Il y a agriculture, il y a grave. Est-ce que cette agriculture devrait se faire dans une terre promise, ou sur Mars, ou sur la Lune? Mais ça se fait avec le sol, avec la terre congolaise. Pourquoi ne pas créer une fusion entre les terres qu'on a identifiées, qui sont fertiles, puisque Christelle Denis Sassou Nguesso le dit, ce sont des terres fertiles, et faire une jonction avec le projet de société de Denis Sassou Nguesso, de développer l'agriculture à grave, il y a néné, et donc donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Puisque l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a dit. C'est ce que tout le monde répète. On entend partout le dialogue intergénérationnel, année 2024, année de la jeunesse. D'accord, mais où? Dans quel secteur économique? Eh bien, commençons par l'agriculture, puisque les terres sont identifiées. Et puisque nous avons les moyens, on les trouve où? Mais on a 14 000 milliards. Au-delà des 14 000 milliards, le budget 2024 a été validé au Parlement avec un excédent budgétaire de près de 300 milliards. Donc, prenons ces excédents budgétaires, les spécialistes en finance ou en comptabilité vous diront affectation de l'excédent budgétaire. Eh bien, on affecte à l'agriculture pour financer la formation des jeunes Congolais, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono, pour que ces jeunes soient des futurs agriculteurs congolais pour nourrir la population. Une population qui est bien nourrie est forcément en bonne santé. Une population en bonne santé est un capital vital pour le pays. Donc voilà, chers téléspectateurs de R7, les deux sujets que je pensais aborder avec vous, et vous me suivrez souvent chaque semaine sur les différents sujets qui intéressent à la fois notre pays, mais aussi le monde, puisque le Congo n'est pas un pays isolé sur une île. Le Congo fait partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique en général, mais aussi du monde. Et donc, nous avons des relations que nous tissons avec toutes les populations du monde entier. Les sujets qui nous concernent, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger autour de ces sujets-là avec vous. Donc, pour aujourd'hui, c'était le sport qui peut être un moyen d'insertion professionnelle, mais aussi un loisir pour des Congolais qui aujourd'hui ne savent pas comment occuper parfois leur temps, mais le sujet des terres aussi, parce que là, il s'agit de notre âme. La terre, c'est notre âme, et l'âme, on ne vend pas ça à un étranger qui viendrait en faire n'importe quoi. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.